Certains prétendent qu'on reçoit la visite des gardiens du silence. Mon fils a reçu une balle dans la tête à bout portant. Il s'agit d'hommes habillés en noir. Ils savent où vous habitez et ils savent où vous trouvez à tout moment de la journée. Il m'a dit « Monsieur Rhodes ». Je ne le connaissais pas, mais lui, visiblement, me connaissait. Qui se cache derrière ce programme confidentiel? On soupçonne une agence gouvernementale secrète. Il existe au moins 20 niveaux de sécurité au-dessus du président. Et le président n'est pas censé connaître tous ces programmes. Au cours de notre enquête, il se pourrait bien qu'on ait découvert l'un de ces gardiens du silence. Il y a un type en noir. J'y crois pas. Il y a un type en noir. Il reste encore une chose sur laquelle on n'a pas enquêté. Le phénomène des hommes en noir. C'est sans doute le volet le plus troublant et le plus inquiétant. Qui sont ces gens qui n'hésitent pas à réduire au silence ceux qui osent parler des ovnis? Les hommes en noir sont bel et bien réels. On en trouve la trace dans les années 1940, au moment où on recense les premières observations de soucoupes volantes. Et ce n'est pas une coïncidence. J'ai toujours cru que c'était un mythe. Qu'est-ce qu'on sait sur les hommes en noir? S'ils existent vraiment, ils sont encore plus mystérieux que les ovnis. On trouve des tonnes de vidéos sur les ovnis, on en parle aux infos. Mais ce n'est pas le cas pour les hommes en noir. Tout ce que le public sait des hommes en noir n'est que pure fiction. Mon défi au cours de cette enquête sera de séparer la science-fiction de la science tout court. Si les hommes en noir existent réellement, pourquoi ils ne sont pas mentionnés dans la grande majorité des cas? On a entendu le récit de témoins oculaires qui ont reçu la visite des hommes en noir. On devrait également rencontrer des gens qui ont reçu des menaces. Cela prouve bien que les hommes en noir existent, même si on ne sait pas exactement qui ils sont. Cela peut sembler incroyable, voire un peu fou de ne serait-ce que mentionner ces hommes en noir. Mais on ne peut pas passer sous silence le fait que des tas de témoins affirment les avoir vus. Les hommes en noir seraient des sortes d'agents qui se pointeraient mystérieusement après le signalement d'OVNI afin de réduire au silence les témoins. Ils utiliseraient la peur, l'intimidation et les menaces pour faire taire les gens. On raconte que les hommes en noir appartiendraient à l'armée, qu'ils seraient des agents gouvernementaux ou encore des hybrides mi-extraterrestres, mi-humains. Certains affirment même qu'ils seraient 100% extraterrestres. À la base, leur rôle était uniquement de récupérer les preuves. Mais aujourd'hui, ils n'hésiteraient plus à recourir à la force. C'était juste avant Noël 1987. J'ai vu 4 objets survoler le centre commercial. Quelque temps après, j'ai reçu de la visite. Danny Gordon est animateur radio à Wheatville, en Virginie. Après avoir parlé dans son émission de radio des ovnis qu'il avait aperçus en 1987, il a vu des hommes en noir débarquer dans sa vie et la bouleverser à tout jamais. On venait de se garer dans le parking d'un grand magasin de Wheatville, quand on a remarqué des gamins dans un bus scolaire qui montraient du doigt 4 objets survolant le centre commercial. J'ai sorti mon appareil et j'ai pris en photo ces 4 objets. Des gens qui s'y connaissaient un peu plus que moi en physique ont mesuré ces globes. Ils ont dit qu'il s'agissait très vraisemblablement de 4 objets distincts. Ça ne pouvait pas être un seul objet avec 4 lumières dessus. La photo de Danny semble montrer 4 objets distincts dans le ciel. Il n'est pas le seul à les avoir vus. Plusieurs autres personnes se trouvaient sur le parking ce soir-là. Mais je suis le seul à en avoir parlé et à avoir ébruité l'affaire. C'est moi qui ai transmis l'information à la presse. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment. Je n'avais pas pensé aux conséquences. Parmi tous ceux qui ont vu les ovnis ce soir-là, Gordon est le seul à animer une émission de radio. Des millions de personnes ont entendu Gordon parler de ce qu'il avait vu. Et peu de temps après, il a commencé à lui arriver des choses étranges.
J'avais été invité à Virginia Beach pour parler devant la presse. J'avais pris les photos pour leur montrer, mais j'avais laissé les négatifs à la maison. J'étais censé rencontrer des personnes de la base navale Oceana et du siège de la CIA. Mais quand je les ai appelés, ils m'ont dit que le général ne pouvait pas me recevoir. Ils voulaient savoir si j'avais apporté les négatifs. J'ai joué les naïfs et je leur ai dit non, je les ai laissés chez moi. En rentrant de Virginia Beach, j'ai découvert que mes négatifs, et seulement ceux-là, avaient disparu. Que ces négatifs aient disparu, c'est une chose. Mais Danny venait de dire à la CIA qu'il avait laissé les négatifs chez lui et voilà qu'ils disparaissent. Ce n'est pas une simple coïncidence. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient été menaçants avec vous. Ils vous ont menacé? Oui, je n'arrêtais pas de recevoir des coups de téléphone. On me disait « Laissez tomber, c'est une question de sécurité-défense ». J'étais suivi. Un homme m'a téléphoné pour me dire que si je parlais aux journalistes, je risquais de mettre ma vie et celle de ma famille en danger. Et c'est ce qui est arrivé. En 1991, on a dépassé le stade des simples menaces. Cela a dégénéré en violence physique. Mon fils était à une soirée quand il a reçu une balle dans la tête à bout portant. Un calibre 32 Magnum dans la tempe. Il a perdu connaissance à 21h30 et ne s'est réveillé que 21 jours plus tard. On ne sait toujours pas qui lui a tiré dessus. Les gens qui étaient à la soirée ont d'abord dit qu'il s'agissait d'hommes en noir avant de changer de version et de dire qu'il s'était fait ça tout seul. Vous pensez que les hommes en noir sont allés parler aux témoins pour les persuader de changer de version? J'espère que non. Mais j'ai dit à ma femme que s'il y avait ne serait-ce qu'une infime possibilité pour que ce soit lié aux extraterrestres, je ne pouvais pas continuer à courir ce risque. Il reste encore à prouver que ce sont les hommes en noir qui ont tiré sur le fils de Danny Gordon. Mais cet incident l'a tellement secoué qu'il a totalement arrêté de parler des extraterrestres. En acceptant de nous parler 18 ans plus tard, il brise enfin le silence. Croyez-vous à l'existence des hommes en noir? Et à votre avis, quelle est leur fonction? Ça ne fait aucun doute. J'ai parlé à des tas de témoins qui ont vu des ovnis et qui par la suite ont reçu la visite des hommes en noir qui voulaient voir leurs photos et les récupérer. Certains se sont même fait confisquer leurs photos. Je ne sais pas s'ils sont vraiment habillés en noir, mais je sais que quelqu'un est entré par effraction chez moi. Et qui sait, il a peut-être aussi tiré sur mon fils. Si les hommes en noir ont effectivement tiré sur le fils de Danny Gordon, ils n'ont laissé aucune preuve compromettante. Afin de résoudre ce mystère, nous devons trouver une affaire sur laquelle on dispose de preuves tangibles. Je m'appelle Timothy Beckley et j'ai réussi à prendre l'une des rares photos d'un homme en noir. Timothy Beckley écrit des livres sur les extraterrestres. Il a lui-même rencontré un homme en noir. Beckley a eu la chance d'avoir son appareil photo avec lui. En 1968, on a recensé de nombreuses observations d'ovnis dans le ciel du New Jersey, et plus particulièrement au-dessus de Jersey City. À plusieurs reprises, les ovnis sont descendus très bas et ils ont atterri dans un parc des environs. Des adolescents ont eu peur et ils ont couru prévenir leurs parents. Je connaissais un type du nom de Jack Robinson. C'est lui qui a été chargé de l'enquête. Il m'a affirmé que pendant qu'ils interrogeaient les adolescents, il y avait une voiture noire avec des vitres teintées garée plus loin dans la rue. De temps en temps, il voyait la vitre descendre et quelqu'un jetait un œil par la fenêtre. À une époque, Jack Robinson travaillait dans une banque à New York. Il prenait le train tous les jours. Pendant ce temps, sa femme partait faire des courses. Elle a raconté que quand elle quittait l'immeuble, il y avait parfois une personne habillée en noir avec un chapeau noir qui l'observait depuis l'autre côté de la rue. On a pris la voiture un matin et on est allé jusqu'à Jersey City pour voir ce qui se passait vraiment. En arrivant là-bas, on est tombé sur le même type, impassible, avec son chapeau enfoncé jusqu'aux yeux et habillé tout en noir. Il n'avait pas l'air à sa place dans le paysage. Jim m'a passé son appareil photo, je me suis penché en dehors de la voiture et j'ai pris une photo de l'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte.
Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit d'un homme en noir et pas seulement d'un homme avec un costume noir et qui se promène dans la rue? C'est une zone résidentielle. Tout le monde se connaît dans le quartier, surtout à cette époque. Tout le monde connaissait ses voisins, ceux d'à côté ou ceux qui habitaient au-dessus. Cet homme n'était pas à sa place. On avait prévu de passer devant en voiture et une fois arrivé au carrefour de sortir et d'aller lui parler pour savoir pourquoi il restait là au coin de l'immeuble. On a fait le tour du pâté de maison, on s'est garé, mais entre-temps il avait disparu. La voiture noire dans laquelle il était sans doute venu avait elle aussi disparu. Il s'était littéralement volatilisé. Beckley est parvenu à prendre l'homme en noir par surprise. C'est historique. C'était la première fois qu'on réussissait à prendre une photo d'un homme en noir. Oui, Tim Beckley a pris une photo d'un homme en noir, mais et après? C'est la photo d'un homme qui portait par hasard du noir ce jour-là. Vous êtes convaincu que les hommes en noir existent réellement et qu'il ne s'agit pas d'un mythe ou d'une histoire inventée? Non, pas du tout. C'est la vérité. Cette photo le prouve. Après avoir vu la photo de Tim Beckley, je peux dire qu'il n'y a pas de signe de manipulation numérique ou photographique. Les artefacts présents sur la photo sont sans doute liés à une poussière lors de l'émulsion. Tim a pris cette photo à Jersey City en 1965. Le camion au premier plan est un pick-up Chevrolet C10 première génération. Il doit dater de 1962. On voit ça aux phares arrondis, aux essuie-glaces inversés côté passager et au grand rétroviseur rectangulaire. S'il s'agissait d'un véritable homme en noir, il aurait dû remarquer la présence de Tim. Il ne l'aurait pas laissé prendre cette photo. Mais on se trouve dans un quartier commerçant avec des voitures garées et de la circulation. Il a pu ne pas remarquer la présence de Tim, ou bien il s'en fichait qu'on puisse le voir. On dispose désormais d'un témoignage de Danny Gordon sur sa rencontre avec des hommes en noir qui pourraient être responsables des coups de feu sur son fils. On a également la photo d'un homme en noir prise par Tim Beckley. Pour l'instant, les hommes en noir semblent rester à distance. Il va nous falloir creuser un peu plus et trouver quelqu'un qui a été menacé de manière directe par ces hommes en noir. Deux hommes habillés en noir se sont approchés et ils m'ont dit « On est appelé à se revoir ». Je m'appelle Johnny Sands et pendant 34 ans, j'ai reçu des menaces de la part d'hommes en noir. On a rendez-vous avec Johnny Sands, un chanteur de country. En 1976, dans la banlieue de Las Vegas, Johnny a fait une rencontre étrange avec des hommes en noir. J'ai vu un faisceau lumineux dans le ciel qui était dirigé sur ma droite. On aurait dit un objet de la forme d'un cigare. La voiture de Johnny Sands était tombée en panne. Il avait la tête sous le capot pour essayer de faire redémarrer sa voiture. Soudain, il a vu deux extraterrestres s'avancer vers lui. Ils se sont approchés de moi. J'ai eu envie de partir en courant, mais j'ai réalisé que je ne pouvais plus bouger. Ils me fixaient avec leurs yeux. Ils avaient une petite bouche plissée. On aurait dit qu'ils n'avaient pas de dents, mais ils avaient un gros nez, une sorte de protubérance de chaque côté du visage. L'un d'eux a commencé à me parler, mais il ne parlait pas avec sa bouche. Je lui ai demandé « D'où est-ce que vous venez ?» Il m'a dit « De là-haut ». Ils m'ont posé tout un tas de questions, puis l'un d'eux m'a dit « Il faut qu'on y aille, mais on est appelé à se revoir ». Ils ont tourné les talons et se sont éloignés. J'ai vu un éclair et soudain, ils avaient disparu. La rencontre de Johnny Sands avec des extraterrestres a fait la une des journaux. Il est devenu une véritable célébrité. Quelques jours plus tard, l'hôtel Sahara invite Johnny à une rencontre publique. Ils ont embauché un artiste pour l'occasion afin de dessiner le portrait d'un des extraterrestres que Johnny a vu. J'ai commencé à décrire les branchies et le nez. L'artiste m'a demandé pourquoi ils avaient un nez et des branchies. Je me souviens lui avoir répondu que je n'en savais rien. À ce moment-là, j'ai vu deux hommes s'avancer vers moi.
Ils étaient habillés en noir. L'un d'eux avait l'air maladroit et un peu coincé. Il s'est penché vers moi et m'a dit « Si vous voulez, je peux répondre à cette question à votre place. » Il existe une étoile qui se trouve à 8 années-lumière d'ici. Elle s'appelle Sirius. Il a dit qu'il s'agissait d'une planète aquatique, recouverte à moitié d'eau et à moitié de terre. Cela expliquerait les branchies et le nez. Il a ajouté « Il faut qu'on y aille, mais on est appelé à se revoir ». C'est exactement les mêmes mots prononcés par les extraterrestres dans le désert 3 ou 4 jours plus tôt. Ils ont franchi la porte du hall avec l'agent de sécurité sur leurs talons. Ils étaient aussi proches que vous et moi. Mais quand l'agent est arrivé à la porte, il a regardé autour de lui, mais il n'était plus là. Il est revenu vers moi et m'a dit « Ces types ont disparu comme par enchantement. » Les hommes en noir ont peut-être cherché à lui jouer un tour. Pas pour le dissuader de parler, mais pour que son histoire paraisse tellement bizarre et incroyable que lorsqu'il la raconterait, personne ne le croirait. Johnny, voici Mike Brassel. Bonjour Mike, ravi de vous rencontrer. On a fait appel à Mike Brassel, un dessinateur de portraits robots, pour savoir à quoi ressemblent vraiment ces hommes en noir. Il louchait, et il avait un gros nez trapu. Ses cheveux étaient tirés vers l'arrière. Et de quelle forme était sa tête? Il avait une tête massive, avec un menton très large, mais sa bouche n'était pas très grande. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-lui un costume noir et c'est lui. Ça fait 34 ans que j'ai cette image dans la tête, c'est lui. Le portrait de l'homme en noir aperçu par Johnny Sands a l'air fidèle à la réalité. Johnny semble avoir du mal à le regarder. Que penses-tu de l'histoire de Johnny Sands? Il est très précis sur ce qui s'est passé. Vu tous les détails qu'il donne, je pense qu'il est réellement arrivé quelque chose à Johnny Sands. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Johnny Sands est non seulement passé au détecteur de mensonges, mais il s'est également soumis à une analyse de stress vocal. D'après les autorités, il dit la vérité. Et même si ça a l'air tiré par les cheveux, j'aurais tendance à le croire. On a entendu toutes sortes de choses. Certains nous ont dit qu'ils s'étaient montrés menaçants, d'autres qu'ils avaient agi bizarrement, d'autres encore qu'ils pourraient être extraterrestres. Le seul point commun pour l'instant, c'est que ces hommes étaient tous habillés en noir. Il ne s'agit pas simplement d'hommes habillés en noir. Ces hommes sont là pour surveiller ce qui se passe, comme le montre la photo prise par Timothy Beckley. Ou bien ils sont là à des fins d'intimidation et de répression. Que ces hommes en noir soient des humains cherchant à dissimuler la présence des ovnis, ou bien des extraterrestres là pour observer ce que l'on fait, une chose est sûre. Il existe un lien direct entre les hommes en noir et les ovnis. On s'est arrêté sur le bord de la route, près des grottes du Grand Canyon. Il y avait deux hommes dans une voiture noire, juste à côté de l'endroit où on venait de se garer. Je m'appelle John Rhodes et j'ai eu affaire aux hommes en noir. On a fait la connaissance de John Rhodes lors d'une précédente enquête portant sur la présence de bases extraterrestres souterraines à Dulce, au Nouveau-Mexique. En 1996, alors qu'il recherchait une base souterraine dans la région du Grand Canyon en Arizona, il a dû tomber sur quelque chose d'important parce qu'il a croisé la route de plusieurs personnages étranges. J'arrivais de Las Vegas pour explorer les grottes du Grand Canyon. Je me suis arrêté sur le bord de la route où était garée une voiture noire bien brillante. À l'intérieur, il y avait deux hommes en costard noir qui m'attendaient. L'un d'eux était appuyé sur la voiture. L'autre s'est avancé vers moi alors que j'étais en train de me garer. Je suis sorti de la voiture et il s'est approché de mon véhicule. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Monsieur Rhodes ?» Je ne le connaissais pas, mais lui, visiblement, me connaissait. Ces types connaissaient votre nom? Oui, ils connaissaient mon nom, mais surtout, ils savaient que j'allais venir.
Je trouve ça étrange que ces deux hommes surgissent au milieu de nulle part et qu'ils connaissent le nom de John Rhodes. C'est tout sauf une rencontre fortuite. Il m'a dit, vous savez, monsieur Rhodes, vous pourriez tomber et vous faire mal. Vous pourriez finir dans un trou. Personne ne vous retrouvera jamais. J'ai pris ça pour une menace. Et après? Ils sont remontés dans leur véhicule. Je ne les ai pas vus partir. Je ne voulais pas qu'ils croient qu'ils avaient réussi à m'intimider. Est-ce qu'ils avaient un badge sur leur veste ou bien dans leur portefeuille? Rien. Quand j'ai regardé leur véhicule, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas la moindre trace de boue. Personne n'était passé à côté d'eux et avait projeté de la boue sur leur voiture. Leurs chaussures noires étaient bien brillantes. On pouvait se voir dedans. Ils détonnaient dans cet endroit. On aurait dit qu'ils venaient juste de descendre de voiture. Tout avait l'air neuf. Leur voiture, leurs vêtements, leurs chaussures, absolument tout. Je trouve ça étrange qu'au milieu du désert, ils n'aient eu aucune poussière sur leur voiture et sur leurs vêtements. Comment vous expliquez ça? Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ont-ils averti? Qu'est-ce que vous étiez venu chercher ici? Seulement 3,3% du Grand Canyon ont été explorés. Ça veut dire que 96%, autrement dit près de 5000 km², n'ont jamais été foulés par l'homme. Les réseaux de grottes de ce plateau calcaire de plusieurs centaines de kilomètres carrés sont l'endroit idéal pour construire des installations militaires souterraines. Pas besoin de creuser. Il suffit de s'installer dans une grotte. Et si ces grottes sont reliées les unes aux autres par des tunnels naturels, c'est encore mieux. Cet endroit est vraiment idéal. La géologie du Grand Canyon fait qu'on trouve des grottes et des tunnels souterrains. John Rhodes pense qu'il existe un réseau de bases souterraines qui relie peut-être le Grand Canyon à Dulce et à la zone 51, réputée pour être de véritables hubs de la rétro-ingénierie et de la technologie extraterrestre. Ce serait incroyable si la théorie de Rhodes se confirmait. Imaginez qu'il y ait des tunnels reliant toutes ces bases extraterrestres souterraines. Cela permettrait d'expliquer la présence des hommes en noir. Est-ce que j'ai peur? Je dirais surtout que j'ai peur pour vous. Nous enquêtons sur l'un des endroits d'où pourraient provenir les hommes en noir. Nous avons parlé à quelqu'un qui affirme qu'il existe un réseau de tunnels reliant des bases extraterrestres souterraines secrètes. Si c'est vrai, le gouvernement américain doit forcément être au courant. Il doit même être partie prenante. Et si c'est le cas, il doit exister une trace écrite quelque part. Nous avons rendez-vous avec Michael Schratt, un historien de l'aérospatiale militaire qui, au cours de ses recherches, a découvert que le gouvernement américain se cachait peut-être derrière les hommes en noir. Mike, j'ai une question. Qui sont les hommes en noir et qui signent leurs chèques? La rumeur court que les hommes en noir appartiennent à une opération ou une organisation gouvernementale secrète, financée par une caisse noire. Et ces sommes sont prélevées sur le budget de l'armée de l'air. D'où vient cet argent? Est-ce qu'il s'agit de l'argent des contribuables? Comme pour de nombreux autres programmes, l'argent vient de sociétés écrans bidons, comme ici par exemple. Cette caisse noire sert à financer les agences militaires et les agences de renseignement. Elles n'ont aucun compte à rendre. Comment peut-on prouver cela? Voici l'article du Detroit Free Press. Il est daté du 8 février 1987. Il est écrit « Un registre secret des projets militaires. La caisse noire du Pentagone a triplé sous l'administration Reagan. » Vous savez à quoi sert l'argent de la caisse noire aujourd'hui? Si on extrapole à partir des informations qu'on a, il est clair que le budget de cette caisse noire a explosé pour atteindre peut-être 300 milliards de dollars par an. À quoi cet argent sert-il? C'est la vraie question. Voici le schéma organisationnel des niveaux d'habilitation de sécurité. Restreint, confidentiel, secret, top secret, informations sensibles compartimentées, programme d'accès spécial non reconnu. Au-dessus, on a encore 28 niveaux top secret cryptés. Le président arrive au niveau 17. Le président connaît certains codes secrets et bien sûr le code de la valise nucléaire.
Mais on peut voir qu'il existe au moins 20 niveaux de sécurité au-dessus du président. Et le président n'est pas censé connaître tous ces programmes. Il ne s'agit que d'une théorie selon laquelle il existerait 20 niveaux de confidentialité au-dessus du président des États-Unis. Mais ça reste plausible. Si les hommes en noir sont liés au gouvernement américain, il est tout à fait possible que le président ne soit pas informé. On appelle ça le déni plausible. Et si ces programmes sont aussi secrets et importants que ça pour la sécurité nationale, alors quel genre de mesures pourraient être prises par une agence gouvernementale si ces secrets venaient à sortir au grand jour? S'ils étaient en mesure de créer un vaisseau pouvant aller sur Mars et revenir sur Terre en quelques heures à peine, est-ce qu'ils courraient le risque de voir cette technologie tomber entre les mains de nos adversaires ou de membres du gouvernement? Non. Ils seraient prêts à tout pour garder le secret. Ils doivent maintenir leur supériorité à tout prix. Est-ce qu'ils iraient jusqu'à tuer? Sans hésitation. Certains enquêteurs ont réussi à se rapprocher de la vérité concernant les hommes en noir. Ils sont tous morts dans des circonstances étranges. Allen Greenfield est chasseur d'ovnis et auteur. Il s'intéresse depuis des décennies au phénomène des hommes en noir. Il sait jusqu'où ils sont prêts à aller pour réduire au silence ceux qui en savent trop. On a tendance à croire que les meilleures affaires concernant les hommes en noir sont celles qui sont les plus anciennes. Les affaires plus récentes ne bénéficient pas de la même publicité pour une simple et bonne raison. La plupart des gens qui ont enquêté sur les hommes en noir sont morts mystérieusement. Aucun d'entre eux n'avait plus de 40 ou 50 ans. Tous ceux qui se sont approchés de la vérité sont morts. Parmi les ufologues notoires, on peut citer le célèbre auteur Maurice K. Jessup. C'était un pionnier. Il a écrit des tas de livres et certains chercheurs pensent que lorsqu'il s'est approché un peu trop près de la vérité, les hommes en noir l'ont fait taire une bonne fois pour toutes. Jessup a écrit un livre intitulé « Enquête sur les ovnis ». Cet homme parfaitement équilibré n'avait aucune raison de se suicider. C'est pourtant ce qui est arrivé. On raconte qu'il est mort asphyxié dans sa voiture. Mais apparemment, le mode opératoire était tellement élaboré qu'il semble évident qu'une tierce personne se soit chargée de ce suicide. Et tout porte à croire que cette personne avait de bonnes raisons de faire croire au suicide de M. Jessup. Les policiers présents sur les lieux ont tout de suite pensé à un meurtre déguisé en suicide. Pour ma part, je pense qu'il a été assassiné parce qu'il était tombé sur quelque chose en écrivant son livre. C'est une vraie victime de ce qu'on appelle les hommes en noir. Il existe un autre chasseur d'ovnis qui serait mort de manière prématurée aux mains des hommes en noir. Il s'agit de Frank Edwards. À l'époque, Edwards était un célèbre animateur radio. Il parlait beaucoup d'ovnis. Il a reçu des menaces, mais il a choisi de les ignorer. Il a continué ses émissions et a même écrit « Les soucoupes volantes, affaires sérieuses ». C'est le seul livre que je connaisse qui a figuré dans la liste des meilleures ventes. Il a vendu plus d'1 million d'exemplaires. Peu de temps après, il s'est tourné vers sa femme et lui a dit « Mary, j'ai un pressentiment étrange. » Et il est tombé raide mort. On a pu déterminer la cause de la mort? On a parlé de défaillance cardiaque, mais il n'avait aucun des symptômes habituels associés à une crise cardiaque. Je pense qu'il a été empoisonné. C'était un avertissement pour tous ceux qui s'intéressent à l'ufologie. Moi, je le vois comme ça. En ce qui concerne la mort de Frank Edwards, les autorités ont parlé d'une vraisemblable crise cardiaque. Sur le plan médical, vraisemblable crise cardiaque et crise cardiaque sont deux choses totalement différentes. Peu de temps après, troisième salve. Jim Keith a écrit un livre intitulé « Ouvrage de référence sur les hommes en noir ». Il est mort d'une entorse à la cheville. Il n'avait pas d'autre problème. Il était jeune et en parfaite santé. Il s'est tordu la cheville et il est mort. Curieux, non ? D'après des études récentes, de simples blessures comme une entorse à la cheville augmentent les risques de caillots sanguins. Alors même si c'est très rare de mourir d'une entorse à la cheville, ça reste possible. Rare, mais possible.
Peut-être qu'il est décédé des suites d'un caillot sanguin, ou peut-être pas. Mais il est probable qu'il soit mort parce qu'il parlait trop des hommes en noir. Ce fut un plaisir, soyez prudents. Merci Allen. Merci beaucoup. Messieurs, vous venez d'entendre l'histoire de ces gens qui ont souffert aux mains des hommes en noir. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a dit Allen Greenfield? Certains de ces ufologues, si ce n'est la totalité, ont très bien pu mourir pour les raisons évoquées. Mort naturelle, chute, problème hépatique, et j'en passe. Des gens meurent tous les jours. Quand ça arrive, on cherche du côté de leur profession. Et quand elle a un rapport avec les ovnis, on a tendance à croire que cela est lié à leur mort. Il n'existe pas tant d'ufologues que ça à travers le monde. Comment se fait-il qu'ils ne meurent pas paisiblement et de mort naturelle? Ce sont des morts vraiment mystérieuses. Ça ne fait aucun doute qu'il y a un schéma commun. Greenfield nous a parlé de 7 ufologues qui sont décédés prématurément au sommet de leur carrière. 7 ufologues qui s'exprimaient dans les médias, comme Danny Gordon. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a forcément un lien. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut trouver d'autres témoins qui acceptent de nous conduire à l'endroit où ils ont vu un homme en noir. On doit trouver où se cachent les hommes en noir et ce qu'ils gardent. On va essayer de voir si on peut attirer ces hommes jusqu'à nous. On est venu dans l'Utah à la recherche des hommes en noir. À environ 140 km au sud-ouest de Salt Lake City se trouve un complexe militaire, le Dugway Proving Ground. Le bâtiment a été construit en 1942 afin de tester et d'élaborer des armes chimiques et biologiques pour la Deuxième Guerre mondiale. Il est toujours en service. Ce qui s'y passe est top secret, personne n'en sait rien. On a observé des tas d'ovnis dans la région. Certains chercheurs parlent de Dugway comme de la nouvelle zone 51. Peut-être que c'est de là que viennent les hommes en noir. Bonjour. Bonjour, ça va? Pat, ravi de vous rencontrer. Dave Rosenfeld est un chasseur d'ovnis de l'Utah. Il s'intéresse à Dugway Proving Ground depuis des années. Il a pris des photos incroyables d'ovnis et d'autres appareils dans le ciel au-dessus de Dugway et a même réussi à mettre la main sur des informations confidentielles. J'ai eu ces informations d'une personne qui travaille à Dugway. Il s'agit de dates, d'heures et d'emplacements pour des tests. Des lasers, des gyrolasers, des camouflages invisibles, des véhicules aériens. La liste est longue. Quand ils font ce genre de tests, ça attire les ovnis. Dave a posté ces informations sur son site internet et cela a eu des répercussions. Vers 8 heures du soir, on a frappé à ma porte. Il y avait 2 personnes, une sur mon palier et l'autre dans la voiture. Ils portaient un uniforme noir. Pouvez-vous nous décrire leur voiture? C'était une berline noire. Il y avait un badge sur la voiture, une immatriculation? C'était des plaques gouvernementales. Le type qui était à la porte avait une coupe en brosse. Il était blond et très intimidant. Il avait des lunettes de flic. Il m'a d'abord demandé « Vous êtes Dave Rosenfeld ?» J'ai répondu oui. Il a dit « Vous avez posté certaines informations sur votre site internet que vous devez enlever immédiatement. » Il m'a demandé si j'avais un ordinateur à la maison et j'ai dit oui. Il m'a alors demandé d'entrer pour que je modifie mon site. Il m'a suivi dans la maison et m'a regardé faire. Pour finir, il m'a dit « Si ça recommence, on reviendra. Et vous ne voulez pas qu'on revienne, n'est-ce pas ?» Il y a beaucoup d'incohérences dans le récit de Rosenfeld. Si le gouvernement souhaitait fermer son site, il aurait pu le faire depuis n'importe où. Mais cette visite entretient le caractère intimidant des hommes en noir. Ces informations sont restées combien de temps sur votre site avant cette visite? Disons 4 jours. Vous pensez que ces informations justifiaient ce genre de traitement? C'était si important que ça? Ça l'était. Le dessinateur de portraits robots, Mike Brassel, a pu dessiner les hommes en noir vus par Johnny Sands. Des yeux effilés, un gros nez. Mais aussi par John Rhodes.
Il avait les yeux un peu en amande. Et il avait une coupe de cheveux militaire. Et Dave Rosenfeld. Il avait une coupe en brosse, un nez étroit. Il était assez grand et musclé. Le voici avec 3 dessins différents. Il existe pourtant une étrange similitude entre les 3. Peut-être s'agit-il du même homme que celui qu'on aperçoit sur la photo de Tim Beckley. Il y a très clairement un lien entre les ovnis et les hommes en noir à Dugway. On vient peut-être de découvrir la nouvelle zone 51. Et peut-être qu'il existe un contingent d'hommes en noir à Dugway. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, il faut aller sur place. Nous avons rendez-vous avec Ken Stork et Bob Hicks qui nous ont déjà aidés dans notre enquête sur les bases souterraines près d'ici à Dulce, au Nouveau-Mexique. Ken et Bob enquêtent sur Dugway depuis des années. Eux aussi ont déjà eu affaire aux hommes en noir. On nous a informé que cette zone était la nouvelle zone 51. Alors on est venu ici pour collecter des informations et vérifier si c'était vraiment le cas. On logeait dans un hôtel de Willow Spring. Le propriétaire de l'hôtel nous a demandé « Vous avez prévu d'aller dans le désert ?» On a dit « Oui ». Il a ajouté « Il se passe des choses étranges là-bas. Est-ce que vous êtes armés ?» On a répondu « Oui ». Il a dit « Tant mieux. Soyez prudents. » On était sur place à 9 h du matin. Arrivé à un virage, j'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu un nuage de poussière arriver sur nous à toute vitesse. Ce véhicule nous collait au train. J'ai ralenti en espérant qu'il nous doublerait. Mais il a ralenti lui aussi. Bob a fini par dire « Arrête-toi, j'en ai marre de ces histoires ». On s'est arrêté. Bob s'est précipité hors de la voiture. Moi, je suis resté à l'intérieur et j'ai ajusté mon rétroviseur. Il y avait 2 personnes dans la voiture. Pas d'insigne, pas de gyrophare, rien du tout. Le conducteur est descendu et Bob aussi. J'ai marché jusqu'à lui. Il avait un pantalon bouffant. D'accord. Il portait une veste, il n'avait pas de badge, mais il était habillé tout en noir. Il a dit « Qu'est-ce que vous faites par ici ?» J'ai répondu « On est venu prendre quelques photos. » J'ai demandé à voir ses papiers. Je lui ai dit « Montrez-moi votre badge. J'ai besoin de savoir qui vous êtes. » Il m'a répondu « Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir. » Il a indiqué sa plaque, G14. Il s'agit d'une plaque d'immatriculation gouvernementale. Les services généraux possèdent des véhicules à travers tout le pays pour les agents gouvernementaux et ceux des ministères. Les voitures sont immatriculées de G11 à G91. G14 correspond à des véhicules de grande taille. Comme vous pouvez le voir, cet endroit est très isolé. Il n'y avait qu'eux et nous, c'est tout. Ça aurait très bien pu dégénérer. J'avais mon pistolet entre les jambes. Mon rétro extérieur était braqué sur lui et le rétro intérieur sur le passager. Ils cherchaient à nous intimider pour qu'on abandonne. Ils s'attendaient à ce qu'on tombe à genoux et qu'on les supplie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Après ça, on est remonté en voiture et on est parti. Ils nous ont suivis jusqu'au virage. On a pris la direction de Vernon et ils ont continué tout droit. Ils étaient toujours sur nos talons. Peut-être que comme John Rhodes, Ken et Bob s'intéressaient d'un peu trop près à un secret gouvernemental. J'ai eu le temps de relever le numéro. Qu'avez-vous découvert? De retour dans ma juridiction, parce que j'étais dans la police à l'époque, j'ai rentré le numéro dans l'ordinateur et j'ai trouvé une Jeep blanche au nom du bureau de gestion du territoire de Park County dans le Colorado. Ce n'était pas une Jeep? Non, ce n'était pas une Jeep. J'ai appelé le responsable du bureau de gestion du territoire de Park County et je lui ai demandé s'il avait un véhicule à ce numéro. Il m'a dit oui, effectivement. Je l'ai d'ailleurs sous les yeux en ce moment même. Park County est situé à 700 ou 800 km de là. À l'évidence, ce numéro n'appartenait pas à ces véhicules. Ça a été le signal d'alarme pour moi. Ça colle parfaitement. Les hommes en noir ont l'habitude de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. On vient de prendre ces hommes en noir en flagrant délit. Les plaques G14 devaient provenir d'un autre véhicule. On est au milieu du désert. Est-ce que vous pensez qu'on nous observe? Absolument. Vous avez raison de le croire. Ils surveillent la zone. Ils écoutent tout ce qui se dit à la radio et sur les téléphones portables dans tout le secteur. Mais ces terres sont publiques. Pourquoi est-ce qu'on nous surveille? Bien. La base est juste à côté.
On était justement en train de parler du fait d'être surveillé lorsqu'on a vu apparaître 2 hélicoptères au-dessus de nos têtes. Tu as vu ça, Kevin? Oui. Les voilà. Ils arrivent sur nous, les gars. Tu as vu ça, Kevin? Oui. Les voilà. Ils arrivent sur nous, les gars. On se trouvait juste à côté de Dugway dans l'Utah. Certains l'appellent la nouvelle zone 51. Des chercheurs sont convaincus qu'on y pratique de la rétro-ingénierie. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais à peine on avait commencé à parler des hommes en noir qu'on a vu débarquer ces hélicoptères noirs. C'est étrange qu'ils aient justement choisi de survoler cet endroit. Vous diriez qu'ils sont noirs? Vous voyez le moindre insigne? Je ne vois rien, ce n'est pas vert kaki. Non, ce n'est pas vert kaki. Non, c'est vrai, il n'y a pas d'insigne. Vous voyez un numéro sur la queue? Non, je dirais qu'ils sont noirs. Ils sont noirs, oui. C'est vrai. C'est vraiment bizarre. Je connais bien les hélicoptères Chinook qui sont vert kaki. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qui sont ces types et qu'est-ce qu'ils veulent? Je dirais qu'il s'agit d'une entité privée qui travaille en collaboration avec un groupe qui s'intéresse aux soucoupes volantes ou aux ovnis, peu importe comment on les appelle. Ça permet au gouvernement de plaider le déni plausible. Autrement dit, ce projet a été confié à une société privée qui s'occupe du sale boulot à leur place. Je pense qu'il y a des extraterrestres sur Terre. Et je pense que notre gouvernement le sait. Quoi de mieux pour le gouvernement que de disposer d'une société sur laquelle se reposer et ne pas avoir à se salir les mains? Il suffit de passer un coup de fil pour dire « Hey, on a un témoin qui possède des preuves. Rendez-lui une petite visite pour le faire taire, pour récupérer les preuves, ou bien carrément pour l'éliminer. » Il y a un type en noir, j'y crois pas. Il y a un type en noir. Il est en noir? Oui. Il monte à l'avant d'un camion blanc garé à côté du bâtiment. Il fait marche arrière. Ils ont caché le camion. Le camion est allé se garer derrière le bâtiment. Il est juste derrière le bâtiment. On était à Dugway en train de parler des hommes en noir. Est-ce une coïncidence s'il y avait un homme en noir qui nous surveillait pendant tout ce temps? On ne peut pas nier le fait que les hommes en noir nous surveillaient. Entre les photos, les témoins oculaires, les hélicoptères et maintenant ça, j'ai bien l'impression qu'il y a un lien entre l'armée et les hommes en noir. En tant qu'enquêteurs, on s'est approché plus que quiconque des hommes en noir. On nous a parlé de menaces et d'intimidation. On en a nous-mêmes été témoins. Ils existent. Et ils en savent plus sur les ovnis que n'importe qui. Ce sont des témoins crédibles. C'est difficile de remettre en question leurs témoignages. Mais quand on repense aux observations, aux menaces, aux intimidations et même à notre expérience à Dugway, il semble plus probable qu'il s'agisse seulement de coïncidences. Ces hélicoptères effectuaient peut-être un vol de routine et on a pu voir un homme d'entretien en train de travailler. Comme dans la plupart des observations d'OVNI, ce n'est que le fruit du hasard. Vous passez à côté de l'essentiel. Le projet sur lequel travaillent les hommes en noir est devenu tellement secret et tellement marqué par le mensonge et la dissimulation que même les hommes en noir ne se rendent pas compte qu'ils sont des hommes en noir. Les hommes en noir sont présents depuis les années 50. Dans la communauté ufologique, il existe tout un tas d'histoires faisant état de menaces et de violences physiques. Quand on s'est approché d'un peu trop près, on a vu débarquer les hommes en noir. Et ils ne rigolent pas. Ce sont les gardiens d'un secret et ils sont prêts à tout pour nous empêcher de connaître la vérité. Certains prétendent qu'on reçoit la visite des gardiens du silence. Mon fils a reçu une balle dans la tête à bout portant.
Il s'agit d'hommes habillés en noir. Ils savent où vous habitez et ils savent où vous trouver à tout moment de la journée. Il m'a dit « Monsieur Rhodes ». Je ne le connaissais pas, mais lui, visiblement, me connaissait. Qui se cache derrière ce programme confidentiel? On soupçonne une agence gouvernementale secrète. Il existe au moins 20 niveaux de sécurité au-dessus du président. Et le président n'est pas censé connaître tous ces programmes. Au cours de notre enquête, il se pourrait bien qu'on ait découvert l'un de ces gardiens du silence. Il y a un type en noir. J'y crois pas. Il y a un type en noir. Il reste encore une chose sur laquelle on n'a pas enquêté, le phénomène des hommes en noir. C'est sans doute le volet le plus troublant et le plus inquiétant. Qui sont ces gens qui n'hésitent pas à réduire au silence ceux qui osent parler des ovnis? Les hommes en noir sont bel et bien réels. On en trouve la trace dans les années 1940, au moment où on recense les premières observations de soucoupes volantes. Et ce n'est pas une coïncidence. J'ai toujours cru que c'était un mythe. Qu'est-ce qu'on sait sur les hommes en noir? S'ils existent vraiment, ils sont encore plus mystérieux que les ovnis. On trouve des tonnes de vidéos sur les ovnis, on en parle aux infos. Mais ce n'est pas le cas pour les hommes en noir. Tout ce que le public sait des hommes en noir n'est que pure fiction. Mon défi au cours de cette enquête sera de séparer la science-fiction de la science tout court. Si les hommes en noir existent réellement, pourquoi ils ne sont pas mentionnés dans la grande majorité des cas? On a entendu le récit de témoins oculaires qui ont reçu la visite des hommes en noir. On devrait également rencontrer des gens qui ont reçu des menaces. Cela prouve bien que les hommes en noir existent, même si on ne sait pas exactement qui ils sont. Cela peut sembler incroyable, voire un peu fou de ne serait-ce que mentionner ces hommes en noir. Mais on ne peut pas passer sous silence le fait que des tas de témoins affirment les avoir vus. Les hommes en noir seraient des sortes d'agents qui se pointeraient mystérieusement après le signalement d'OVNI afin de réduire au silence les témoins. Ils utiliseraient la peur, l'intimidation et les menaces pour faire taire les gens. On raconte que les hommes en noir appartiendraient à l'armée, qu'ils seraient des agents gouvernementaux ou encore des hybrides mi-extraterrestres, mi-humains. Certains affirment même qu'ils seraient 100% extraterrestres. À la base, leur rôle était uniquement de récupérer les preuves. Mais aujourd'hui, ils n'hésiteraient plus à recourir à la force. C'était juste avant Noël 1987. J'ai vu 4 objets survoler le centre commercial. Quelque temps après, j'ai reçu de la visite. Danny Gordon est animateur radio à Wheatville, en Virginie. Après avoir parlé dans son émission de radio des ovnis qu'il avait aperçus en 1987, il a vu des hommes en noir débarquer dans sa vie et la bouleverser à tout jamais. On venait de se garer dans le parking d'un grand magasin de Wheatville, quand on a remarqué des gamins dans un bus scolaire qui montraient du doigt 4 objets survolant le centre commercial. J'ai sorti mon appareil et j'ai pris en photo ces 4 objets. Des gens qui s'y connaissaient un peu plus que moi en physique ont mesuré ces globes. Ils ont dit qu'il s'agissait très vraisemblablement de 4 objets distincts. Ça ne pouvait pas être un seul objet avec 4 lumières dessus. La photo de Danny semble montrer 4 objets distincts dans le ciel. Il n'est pas le seul à les avoir vus. Plusieurs autres personnes se trouvaient sur le parking ce soir-là. Mais je suis le seul à en avoir parlé et à avoir ébruité l'affaire. C'est moi qui ai transmis l'information à la presse. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment. Je n'avais pas pensé aux conséquences. Parmi tous ceux qui ont vu les ovnis ce soir-là, Gordon est le seul à animer une émission de radio. Des millions de personnes ont entendu Gordon parler de ce qu'il avait vu. Et peu de temps après, il a commencé à lui arriver des choses étranges. J'avais été invité à Virginia Beach pour parler devant la presse. J'avais pris les photos pour leur montrer, mais j'avais laissé les négatifs à la maison.
J'étais censé rencontrer des personnes de la base navale Oceana et du siège de la CIA. Mais quand je les ai appelés, ils m'ont dit que le général ne pouvait pas me recevoir. Ils voulaient savoir si j'avais apporté les négatifs. J'ai joué les naïfs et je leur ai dit non, je les ai laissés chez moi. En rentrant de Virginia Beach, j'ai découvert que mes négatifs, et seulement ceux-là, avaient disparu. Que ces négatifs aient disparu, c'est une chose. Mais Danny venait de dire à la CIA qu'il avait laissé les négatifs chez lui et voilà qu'ils disparaissent. Ce n'est pas une simple coïncidence. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient été menaçants avec vous. Ils vous ont menacé? Oui, je n'arrêtais pas de recevoir des coups de téléphone. On me disait, laissez tomber, c'est une question de sécurité-défense. J'étais suivi. Un homme m'a téléphoné pour me dire que si je parlais aux journalistes, je risquais de mettre ma vie et celle de ma famille en danger. Et c'est ce qui est arrivé. En 1991, on a dépassé le stade des simples menaces. Cela a dégénéré en violence physique. Mon fils était à une soirée quand il a reçu une balle dans la tête à bout portant. Un calibre 32 Magnum dans la tempe. Il a perdu connaissance à 21h30 et ne s'est réveillé que 21 jours plus tard. On ne sait toujours pas qui lui a tiré dessus. Les gens qui étaient à la soirée ont d'abord dit qu'il s'agissait d'hommes en noir avant de changer de version et de dire qu'il s'était fait ça tout seul. Vous pensez que les hommes en noir sont allés parler aux témoins pour les persuader de changer de version? J'espère que non. Mais j'ai dit à ma femme que s'il y avait ne serait-ce qu'une infime possibilité pour que ce soit lié aux extraterrestres, je ne pouvais pas continuer à courir ce risque. Il reste encore à prouver que ce sont les hommes en noir qui ont tiré sur le fils de Danny Gordon. Mais cet incident l'a tellement secoué qu'il a totalement arrêté de parler des extraterrestres. En acceptant de nous parler 18 ans plus tard, il brise enfin le silence. Croyez-vous à l'existence des hommes en noir? Et à votre avis, quelle est leur fonction? Je ne fais aucun doute. J'ai parlé à des tas de témoins qui ont vu des ovnis et qui par la suite ont reçu la visite des hommes en noir qui voulaient voir leurs photos et les récupérer. Certains se sont même fait confisquer leurs photos. Je ne sais pas s'ils sont vraiment habillés en noir, mais je sais que quelqu'un est entré par effraction chez moi. Et qui sait, il a peut-être aussi tiré sur mon fils. Si les hommes en noir ont effectivement tiré sur le fils de Danny Gordon, ils n'ont laissé aucune preuve compromettante. Afin de résoudre ce mystère, nous devons trouver une affaire sur laquelle on dispose de preuves tangibles. Je m'appelle Timothy Beckley et j'ai réussi à prendre l'une des rares photos d'un homme en noir. Timothy Beckley écrit des livres sur les extraterrestres. Il a lui-même rencontré un homme en noir. Beckley a eu la chance d'avoir son appareil photo avec lui. En 1968, on a recensé de nombreuses observations d'ovnis dans le ciel du New Jersey, et plus particulièrement au-dessus de Jersey City. À plusieurs reprises, les ovnis sont descendus très bas et ils ont atterri dans un parc des environs. Des adolescents ont eu peur et ils ont couru prévenir leurs parents. Je connaissais un type du nom de Jack Robinson. C'est lui qui a été chargé de l'enquête. Il m'a affirmé que pendant qu'ils interrogeaient les adolescents, il y avait une voiture noire avec des vitres teintées garée plus loin dans la rue. De temps en temps, il voyait la vitre descendre et quelqu'un jetait un œil par la fenêtre. À une époque, Jack Robinson travaillait dans une banque à New York. Il prenait le train tous les jours. Pendant ce temps, sa femme partait faire des courses. Elle a raconté que quand elle quittait l'immeuble, il y avait parfois une personne habillée en noir avec un chapeau noir qui l'observait depuis l'autre côté de la rue. On a pris la voiture un matin et on est allé jusqu'à Jersey City pour voir ce qui se passait vraiment. En arrivant là-bas, on est tombé sur le même type, impassible, avec son chapeau enfoncé jusqu'aux yeux et habillé tout en noir. Il n'avait pas l'air à sa place dans le paysage. Jim m'a passé son appareil photo, je me suis penché en dehors de la voiture et j'ai pris une photo de l'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte.
Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit d'un homme en noir et pas seulement d'un homme avec un costume noir et qui se promène dans la rue? C'est une zone résidentielle. Tout le monde se connaît dans le quartier, surtout à cette époque. Tout le monde connaissait ses voisins, ceux d'à côté ou ceux qui habitaient au-dessus. Cet homme n'était pas à sa place. On avait prévu de passer devant en voiture et une fois arrivé au carrefour de sortir et d'aller lui parler pour savoir pourquoi il restait là au coin de l'immeuble. On a fait le tour du pâté de maison, on s'est garé, mais entre-temps il avait disparu. La voiture noire dans laquelle il était sans doute venu avait elle aussi disparu. Il s'était littéralement volatilisé. Beckley est parvenu à prendre l'homme en noir par surprise. C'est historique. C'était la première fois qu'on réussissait à prendre une photo d'un homme en noir. Oui, Tim Beckley a pris une photo d'un homme en noir, mais et après? C'est la photo d'un homme qui portait par hasard du noir ce jour-là. Vous êtes convaincu que les hommes en noir existent réellement et qu'il ne s'agit pas d'un mythe ou d'une histoire inventée? Non, pas du tout. C'est la vérité. Cette photo le prouve. Après avoir vu la photo de Tim Beckley, je peux dire qu'il n'y a pas de signe de manipulation numérique ou photographique. Les artefacts présents sur la photo sont sans doute liés à une poussière lors de l'émulsion. Tim a pris cette photo à Jersey City en 1965. Le camion au premier plan est un pick-up Chevrolet C10 première génération. Il doit dater de 1962. On voit ça aux phares arrondis, aux essuie-glaces inversés côté passager et au grand rétroviseur rectangulaire. S'il s'agissait d'un véritable homme en noir, il aurait dû remarquer la présence de Tim. Il ne l'aurait pas laissé prendre cette photo. Mais on se trouve dans un quartier commerçant avec des voitures garées et de la circulation. Il a pu ne pas remarquer la présence de Tim, ou bien il s'en fichait qu'on puisse le voir. On dispose désormais d'un témoignage de Danny Gordon sur sa rencontre avec des hommes en noir qui pourraient être responsables des coups de feu sur son fils. On a également la photo d'un homme en noir prise par Tim Beckley. Pour l'instant, les hommes en noir semblent rester à distance. Il va nous falloir creuser un peu plus et trouver quelqu'un qui a été menacé de manière directe par ces hommes en noir. Deux hommes habillés en noir se sont approchés et ils m'ont dit « On est appelé à se revoir ». Je m'appelle Johnny Sands et pendant 34 ans, j'ai reçu des menaces de la part d'hommes en noir. On a rendez-vous avec Johnny Sands, un chanteur de country. En 1976, dans la banlieue de Las Vegas, Johnny a fait une rencontre étrange avec des hommes en noir. J'ai vu un faisceau lumineux dans le ciel qui était dirigé sur ma droite. On aurait dit un objet de la forme d'un cigare. La voiture de Johnny Sands était